Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et du hockey avec un H majuscule, j'ai nommé M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs, bonjour. Et je salue l'absence de mon collègue Alexandre Gascon qui nous représente à Paris, qui fait des sondages à Paris. Oui, c'est ça. Ah, c'était drôle. Surtout celui sur le bedonnant, le chauve bedonnant. Ouais. Là, ça, j'ai beaucoup ri. Alexandre Coupal, vous connaissez Alexandre Coupal? Pas plus. Non? C'est un de nos grands animateurs canadiens. Petite bédaine, chauve, la barbe bourrue un peu. Ah non, hélas, je parle pas trop le canadien. Our host is amazing. His name is Alexandre Coupal. Avec Alexandre Coupal, ça vous dit quelque chose quand même? C'est une grande vedette de télévision canadienne. Ah, je pensais que c'était un pingouin, moi. Parfois, oui. Alex Coupal, we wish you a great hockey season. Good luck. Bonne saison, Alexandre. On te fait confiance. Ouais, vas-y, tu vas tout déchirer. Tellement hockey. Because there's a new season beginning, so looking forward to have you one of our listeners. I look forward to it. Okay. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Oui, t'as beaucoup ri, c'est drôle. J'ai beaucoup ri. On devrait en faire un musical. Non, c'était drôle. Oui, c'était drôle quand même. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs, content de vous retrouver. Je m'appelle Alexandre Coupal. Mais c'est de. Tu sais, t'évolues comme équipe, puis c'est sûr, tu sais, t'en veux plus, que c'est comme un enfant. Tu sais, les demandes d'un jeune de 10, 12 ans, 15, 16 ans versus un kid de 6, 7 ans, tu sais, tu t'attends à plus de. Tu t'attends à plus. C'est comme ça. Ça dépend comment tu vois ça, être dans le mix. Moi, être dans le mix, je me fixe pas. Je pars pas l'année me fixer. Il faut gagner X amount de games. Je reste sur le processus, puis le reste, habituellement, il vient avec tout ce que tu fais. Mais moi, je pense qu'il y a toujours des postes de disponibles. Faut que tu forces la main. Même quand tu penses qu'il n'y en a pas, il y en a toujours. Faut que tu forces la main, tu essaies de voler une chaise. Ouais, c'est toujours le fun de jouer des games à la fin, puis t'es encore dans la parade. Tu sais? Fait que c'est quelque chose qui m'excite. Ah, un pot pourri de réponse de Martin Saint-Louis hier en marge du tournoi de golf, qui est le coup d'envoi, le tournoi de golf de la Fondation du Canadien pour l'enfance, qui est le coup d'envoi officiel ou officieux de la saison. Il y a plusieurs choses, là, mais Saint-Louis parlait, et je pense que c'est en réponse à ta question, Martin, sur comment il allait coacher cette année, étant donné qu'il y a peut-être davantage d'attentes que par le passé. Puis la réponse avec les enfants, on est à même de savoir ça, nous, ici, parce qu'à nous trois, on a toute la gamme des âges d'enfants, mais c'est pas inintéressant. Puis c'est quelque chose, c'est un concept sur lequel Saint-Louis revient souvent chaque joueur est différent, puis c'est ça, c'est comme un enfant à différents âges. As-tu été satisfait de cette réponse-là? J'ai trouvé que Kent Hughes avait été plus éloquent sur cette question-là. Kent a dit, au cours des dernières années, on a souvent répété qu'on allait laisser la chance aux joueurs de commettre des erreurs, que si on veut leur permettre de grandir, il faut leur permettre ça, alors qu'on comprend que à Vegas ou au Colorado, chaque présence compte davantage et que là, cette année, il va falloir trouver un équilibre entre ça, entre les moyens qu'on prend pour, quand on a une avance dans un match, pour s'assurer de fermer les livres puis de partir avec les points, ou de s'assurer de gagner un match et de permettre aux jeunes de se développer, leur donner l'occasion de se développer. Il va falloir regarder ce que l'équipe fait de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois pour ajuster ça. Alors, ça me dit qu'il y a une intention de diriger différemment. Puis Martin dit qu'elle allait être plus exigeant. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire, ça va être plus exigeant. Est-ce que ça veut dire que je sais pas, que des joueurs vont davantage perdre leur poste au sein de certains trios s'ils traversent des moments plus difficiles, si on va vraiment essayer de susciter une compétition à l'interne, si on va punir des gars qui laisser passer des tours sur le banc, des joueurs qui vont moins bien, qui connaissent de moins bons matchs. J'ai hâte de voir comment ça se traduit à être plus exigeant, parce que je suis certain qu'il était quand même exigeant au cours des dernières saisons, là, qu'il demandait certaines choses. Mais surtout que le groupe qu'il a sous la main est sensiblement le même que celui qu'il avait l'année dernière, puis il n'a pas énormément changé non plus depuis son arrivée en poste. Alors, les choses que Martin Saint-Louis a mis en place, son système de jeu, ses idées, ses principes,
Là, les joueurs sont tout à fait au courant de ce qui leur est demandé. Et on entend souvent le fait que l'entraîneur va accepter les erreurs, mais à un moment donné, il faut que tu cesses de répéter toujours les mêmes erreurs. Alors là, être plus exigeant, à mon sens, c'est dire on vous a laissé faire vos erreurs. Là, il est temps que vous vous appliquiez à faire les choses correctement comme je vous l'ai demandé, puis qu'on va serrer la vis, puis que les exigences vont augmenter. Puis Nick Suzuki mentionnait, il dit là, peut-être, les gens sous-estiment peut-être la profondeur de notre groupe d'attaquants. Puis c'est vrai qu'il va y avoir des joueurs, quand même, d'assez bons joueurs qui vont se retrouver sur les 3e, sinon 4e trio de cette équipe-là. Il y a des joueurs méritants qui seraient prêts pour une audition de la Ligue nationale qui vont probablement commencer la saison à Laval. Alors, le cadre est quand même ouvert, même à l'attaque. Puis là, je suis sûr qu'on va parler de la défense tout à l'heure, mais même à l'attaque, même si en apparence, il n'y a pas de poste ouvert parce qu'il y a déjà une congestion. Il y a beaucoup de monde, ça fait quand même... Ça ouvre la porte à dire, si tu n'élèves pas ton jeu d'un cran, si tu continues à répéter les mêmes erreurs, si finalement, tu ne tires pas dans la même direction que tout le monde, bien là, on a davantage le luxe de te remplacer. Saint-Louis a utilisé, c'est ça, a préféré le mot exigence au mot patience. Ouais. On lui a demandé, est-ce que tu vas être moins patient? Puis il a parlé d'exigence à la place. Mais ça, c'est majeur, non, comme différence avec le même moment l'année dernière? Ben, je pense que ça montre à quel point cette équipe-là veut passer à une autre étape de sa reconstruction. T'sais, l'année dernière, quand on parlait de progression, puis on parlait de croissance individuelle, croissance collective, c'est correct, là. Le mot-clic, le buzzword n'était pas le même que cette année, mais je pense que ça reflétait aussi un état d'esprit où on disait, OK, ben là, on sait qu'on risque d'être encore une équipe de fond de grille, mais avec le personnel qu'on a, avec la jeune équipe qu'on a, c'est important qu'on ait de l'apprentissage et qu'on s'améliore par rapport à ce qu'on était. Ils peuvent évaluer le succès de cette progression-là comme ils le veulent, que ce soit par le nombre de points qu'ils ont acquis, par le fait qu'ils se sont fait déclasser moins souvent. Regarder au plan individuel, les gains qui ont été faits par tous et chacun, c'est correct. Mais là, cette année, serrer la vis, c'est aussi de dire, ben là, si on veut bel et bien être dans la course aux séries éliminatoires, ben, il est temps que chacun devienne ce qu'il est capable d'être. Puis ça implique, à un moment donné, de serrer la vis. Y compris Martin Saint-Louis, parce que Martin Saint-Louis, on ne l'a pas vu, à mon sens, on ne l'a pas vu véritablement coacher son équipe depuis qu'il est arrivé en poste. Puis il y a plusieurs exemples de ça. Je pense qu'on a parlé souvent la saison dernière. Juste un exemple. Jake Allen qui revenait invariablement dans la rotation de 3 gardiens, même s'il était un des gardiens les moins performants de la Ligue nationale. Puis Montembeault était sur des bonnes séquences, puis on coupait la séquence, puis on disait « c'est le tour à Jake à jouer. Puis Caden Primo, il fallait le faire jouer parce que on tournait à 3. Je suis resté accroché aussi. Comme exemple, la saison dernière, Joshua Roy, son premier match dans la Ligue nationale contre les Oilers, le pointage était serré en fin de match. Je pense que c'était 2-2 de mémoire ou 3-3. Il était encore sur la patinoire avec assez peu de temps à jouer dans le match. Et il était pas à l'aise comme il l'était à son 6e, 7e, 10e match. Là, on voyait qu'il était sur les talons. C'était l'équipe de Connor McDavid de l'autre côté. Mais on lui donnait du temps de glace. Ouais. On a donné beaucoup de latitude aux jeunes. Et là, coacher, c'est ça, la partie gestion de match, puis stratégique. Protéger une avance. Gestion du personnel, etc. Là, on va falloir que Martin commence à le faire un petit peu plus. Si on veut aller chercher plus de résultats, parce que c'est beau. C'est beau de laisser tout le monde s'épanouir personnellement, mais c'est ça, le concept d'équipe. Il faut presser le citron si tu veux aller chercher le maximum. Puis, je pense qu'on peut avoir une discussion intéressante sur le fait que les Flyers, l'année passée, n'avaient pas une équipe extraordinaire. Là, mais il n'y avait pas de meilleure équipe que le Canadien. John Tortorella a pressé le citron de cette équipe-là. Lui, il voit le développement de façon différente. En étant dans le visage de tout le monde, puis en tolérant aucun relâchement, puis des fois en sortant un gars de l'alignement, puis il tire sur beaucoup de fils durant la saison. Puis beaucoup de jeunes des Flyers se sont épanouis là-dedans, se sont nourris de ça, puis ils ont menacé de faire les séries jusqu'à la fin. Fait que j'ai hâte de voir. Il y a de la marge de manœuvre pour améliorer les choses. Puis il y a eu beaucoup de blessures aussi.
Mais j'ai hâte de voir Martin aussi diriger. Mais c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Là, il l'a presque dit lui-même. Et ça va être une grosse cassure avec les 2 saisons précédentes, parce que c'est ça, on l'a mentionné souvent l'année passée, le grand succès de Martin Saint-Louis, c'est d'avoir été capable d'amener plusieurs individus à des niveaux, ou enfin, de les avoir mis sur la bonne voie. Il y a plusieurs exemples. Mais là, cette année, de 2 choses. Ça va être un vrai défi d'entraîneur, c'est-à-dire d'exiger d'une équipe qu'elle fasse ce qu'elle doit faire pour gagner des matchs. On s'entend là-dessus, c'est ce qui va arriver. Puis la sous-question à ça, c'est jusqu'à quel point, à votre avis, jusqu'à quel point Saint-Louis en est conscient, puis jusqu'à quel point il a tout ce qu'il faut pour avoir du succès. Ben, je suis sûr qu'il en est conscient. Il connaît son équipe sur le bout des doigts. Mais, tu sais, cette équipe-là veut participer aux séries éliminatoires, mais ça va être tellement... ça va être une plus grosse tâche. Mais il y a juste une parenthèse tout de suite. Ouais. Moi, je pense pas que le succès de Saint-Louis repose là-dessus, faire les séries ou non. Mais ça va reposer sur les observations les observations contraires à ce que Martin vient de dénoncer. Mais je pense pas que Martin va avoir à tirer sur ses joueurs pour les amener sur cette voie-là, parce que quand tu leur parles aux joueurs, ils disent... Là, on va se garder imputables les uns envers les autres cette année. C'est notre objectif de progresser puis d'être capable de jouer des matchs significatifs d'ici la fin de la saison. Suzuki a même clairement dit, je pense qu'on est une équipe capable de participer. Fait que les joueurs eux-mêmes, Montembeault l'a verbalisé, Jacky, quand je lui ai parlé la semaine dernière, a dit entre nous, le niveau d'imputabilité doit être plus élevé. Là. Fait que... Et moi, quand je suis reparti de Laval hier, je trouvais que les chevaux étaient encore plus déterminés que le cocher. C'est quand même intéressant de voir ça. Là. Je t'ai interrompu. Là. Ça commence bien. Tu commences bien mal l'année coupable. Non, mais regarde, c'est correct. T'as noté ça aussi, espèce de... On n'était pas au même niveau dans le discours, les joueurs et leurs intentions versus... Oui, mais je trouve que le décalage est moins grand qu'il a déjà été. Il y a lentement, il y a un arrimage qui se fait. On n'est pas encore là, parce que les joueurs vont toujours dire on est assez bon pour faire les séries éliminatoires. Puis c'est important qu'ils le pensent, c'est normal qu'ils le disent. L'état-major, qui est dans un discours qui est toujours plus politique, dans un discours qui... Ils savent que ça va être décortiqué. Puis c'est un message qu'ils envoient. Le tournoi de golf, c'est toujours une opération de relations publiques où tu fixes les attentes. Puis tu dis... Non, tu fixes les attentes, tu fixes les objectifs aussi. Alors, l'année dernière, en disant, on parle de croissance, il n'y avait aucune attente. Cette année, en disant, on va être dans le mix, on va être dans la course pour les séries éliminatoires, tu fixes déjà une attente. Elle ne correspond pas à ce que les joueurs exigent d'eux-mêmes ou visent pour eux-mêmes. Mais c'est tout à fait normal parce que je pense pas que ni Jeff Gorton ni Kent Hughes se disent on a assurément ce qu'il faut pour faire les séries éliminatoires. Ils sont pas encore prêts à le promettre parce que écoute, c'est une équipe qui a fini au différentiel de but à moins 53 la saison dernière. Et ça, c'est pas très bon. T'es loin du compte. T'es loin du compte parce qu'il faut que tu améliores ton avantage numérique. Il faut que tu améliores ton désavantage numérique. Il faut que tu trouves de la cohésion en défense, tout en intégrant de jeunes défenseurs qui, eux, ne vont pas arriver là nécessairement avec un bagage d'expertise défensif. Expertise défensive, dis-je. Quand je pense, par exemple, à Hudson ou Mailloux, c'est d'abord et avant tout des gars à caractère offensif. Tu mises sur le retour en santé d'un joueur de centre qui a raté toute la dernière saison. Qu'est-ce qui va être arrivé de sa croissance à lui pendant son absence. Tu mises sur l'arrivée d'un attaquant top 6 qui pourrait faire des miracles pour toi, mais qui pourrait être aussi un coup d'épée dans l'eau. Il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Puis on les voit, les zones où le Canadien peut devenir meilleur, mais ça ne sera pas la seule équipe non plus à s'améliorer. C'est pas la seule équipe de fond de classement qui est en reconstruction, qui dit là, il y a tel point où on sait qu'on va faire un saut en avant. Fait que de pouvoir prendre tous les... le Canadien a fini avec 76 points la saison dernière. Dans l'Est, ça prenait 91 points pour faire les séries. Donc, sur les 15 points de plus que ça nécessite, il faut en plus de ça que tu sautes par-dessus 7 équipes.
si on regarde le classement de la saison dernière. Donc, être dans le mix, c'est déjà un objectif qui n'est pas acquis d'avance. Ouais. Alors, on peut croire, on peut dire, ouais, ben là, il refuse de se commettre puis de se mouiller. Non, il y a un scénario qui existe où le Canadien ne fera pas, en termes de points ou de victoires, un bond énorme par rapport à la saison dernière. C'est pas exclu. Alors, je comprends qu'il y ait encore un décalage. C'est tout à fait raisonnable de la part de la direction d'y aller de façon prudente. Mais tu sais, hier à la télé, je disais qu'il y avait, si on fait une analogie entre une reconstruction d'équipe, puis quand tu fais des rénovations à la maison, ton contracteur va te dire, ben soit que si tu veux remettre ça à neuf, ça va te coûter plus cher, ça va prendre plus de temps, mais en fin de compte, tu vas avoir ça à ton goût. Ouais. Ou bien, il y a l'option B, où là, on va faire ça plus vite, ça va être un peu plus approximatif, mais là, ça réglera peut-être pas tous tes problèmes. Mais l'option B, le Canadien a toujours pris ça, jusqu'à ce qu'il entreprenne sa reconstruction. Là, Jeff Molson a accepté d'aller ailleurs. On est à la 3e année de cette reconstruction-là. Puis hier, au tournoi de golf, ses contracteurs, Kent Hughes, Jeff Gorton, ils ont dit à tout le monde, le chantier va continuer d'avancer. Il n'y a personne qui a promis de place en séries éliminatoires, mais tant que le chantier avance, il ne peut pas rester... Tu sais, vous faites des rénovations chez vous, le chantier ne peut pas rester inactif. Au moins, il faut que ça progresse. Puis tant que tu sens que ça progresse, ben, les partisans vont continuer d'être là. Mais est-ce qu'on va arriver au bout, au produit fini cette année? Évidemment que non. Et ça me fait penser un peu au cours des dernières saisons, quand les sénateurs d'Ottawa connaissaient des premières moitiés de calendrier qui étaient désastreuses et qui se mettaient à bien jouer dans la deuxième moitié de calendrier. Puis là, ils arrivaient au camp suivant, puis là, on a trouvé notre voie. On a acquis une certaine maturité. Là, on est prêt pour partir. Puis, écoute, c'est pas linéaire. Les gens ont tendance à penser que c'est un processus linéaire, mais c'est très, très long de construire une équipe de hockey. Fait que tu peux faire un bond en avant incroyable une saison, puis reculer la saison d'après. Et c'est ça. Et là, on mise beaucoup sur la croissance organique, parce que l'alignement n'a à peu près pas changé. Puis la logique veut que tout le monde soit meilleur cette année. Mais si la croissance organique entraînait des progrès automatiques, toutes les jeunes équipes finiraient. Tout le monde. Par être meilleur, puis par aspirer aux séries. Fait que j'ai hâte de voir le niveau de confiance. Ça m'a surpris, moi, de voir que c'était aussi... chez les joueurs. Du côté des joueurs, où l'urgence de prendre la situation en main... J'ai aimé qu'ils étalent ça parce que c'était pas aussi affirmé au cours des dernières années. Absolument, absolument. Puis, ce sont des gens qui... s'ils empruntent les rues de la métropole, savent c'est quoi un chantier qui avance pas. Oui. Ouais. Alors, on est à quelques heures du début officiel du camp d'entraînement avec les examens médicaux mercredi. Jeudi, c'est les premières présences sur la glace. Ça va m'intéresser de savoir qu'est-ce qui vous intéresse de ce qui s'en vient, mais peut-être un petit mot avant sur ce qu'on a vu, le camp des recrues. Je ne sais pas, avez-vous retenu quelque chose? Parlez-moi de Israël. Comment c'est parce que tu as tes feuilles, Martin, là? Qu'est-ce que vous avez pensé de... Où est-ce qu'il y a Israël? Mianscom. Oh, merci. Je ne le trouve plus. Il y a un contrat de la Ligue américaine. Il devrait jouer à Laval cette année. Non, puis je m'excuse. Là, c'est juste que quand j'ai vu son nom, j'ai fait « Ah, je n'avais pas, j'avais pas remarqué. » Mais c'est une boutade là, pour vous lancer sur ce qui vous plaît. Sur Lane Hudson, parce que ça a été la été la coqueluche de la fin de semaine. Il y a aucun doute j'ai pas trouvé si bon que ça. Non. Ben, j'ai pas trouvé. Non, mais j'ai trouvé un homme parmi les enfants, les nerfs, non? J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enfants. Ben, oui, évidemment, là, qui sortaient du lot, là, mais. Ben, écoute, les joueurs dominants, t'as pas besoin d'un doctorat en hockey là, dans ces matchs-là. Pardon, pour repérer les joueurs dominants. Tu regardais du côté du Canadien, tu regardais Ali Hudson, Mailloux,
j'ai aimé Engstrom. Reinbacher, ça a été inégal. Puis de l'autre côté, tu voyais toujours ressortir Easton Cowan puis Fraser Minton qui avait souvent la rondelle. Fait qu'écoute, il y a plusieurs petites observations intéressantes à faire de ces matchs-là, mais c'était pour les espoirs dominants des organisations, cette étape-là, c'est censé être une formalité. Tu es supposé arriver là, d'être parmi les meilleurs, puis après ça, on se présente au bon camp. Puis Lane Hutson a été Lane Hutson. Il a juste été Lane Hutson, le joueur qu'on s'attendait de voir. Et j'ai très, très hâte de le voir, de le voir au camp. La carte de visite qu'il a laissée en fin de dernière saison laisse peu de doute, à mon sens, sur le fait qu'on va lui faire une place. Là. Ah oui, bien, moi, j'ai hâte de... Je suis ça, on va en parler là, chaque jour. Là, c'est clair. Jusqu'au début de la saison. Écoute, il est tellement... tu sais, la rondelle se retrouve sur son bâton, puis tout de suite, tu sens là, qu'il y a une... La foule retient son souffle. Ça va être le joueur qui va générer le plus d'enthousiasme et qui va être le plus spectaculaire depuis Piquet-Souban. Alors, c'est sûr qu'il va devenir un favori de la foule. Mais moi, je ne pense pas qu'on doive regarder les matchs du camp des recrues face à des gars qui vont jouer, soit qui vont retourner dans le junior, qui vont être dans la Ligue américaine ou peut-être même dans certains cas dans la East Coast, dans l'organisation des Maple Leafs. Puis se dire, sur la foi de ça, c'est sûr qu'il commence la saison à Montréal. Pour moi, la valeur de ces matchs-là est extrêmement limitée. Puis même à ça, tu dis, Martin dit que Reinbacher a été inégal. C'est vrai, mais l'année dernière, ça avait été la même chose. Puis plus le camp d'entraînement avait avancé, il était meilleur il avait été. Alors, tu sais, cette courbe-là, laissons les joueurs la prendre, puis faire en sorte que de match en match, ils démontrent de plus en plus ce dont ils sont capables. Alors, c'est vrai que Lane Hutson, en possession du disque, a fait des feux d'artifice. Il y a des moments où il s'est retrouvé dans le trouble, puis il a trouvé une façon de s'en sortir de façon extrêmement habile. Mais je mentionnais tout à l'heure le fait que le Canadien va devoir trouver des façons de donner moins de buts cette saison. D'ailleurs, j'ai posé la question à Jeff Gorton, puis il a dit à tout prendre, on a l'impression qu'on a les effectifs pour que notre attaque s'améliore par elle-même, alors qu'il y a du travail à en faire en défensive pour diminuer le nombre de chances qu'on accorde, le nombre de buts qu'on accorde. Fait que si c'est identifié comme étant une priorité, à mon sens, ça devrait avoir une certaine influence sur la place qui va être laissée aux jeunes défenseurs ou au type de jeunes défenseurs qui vont être appelés à contribuer dès le début de la saison. Si la priorité, c'est réduire le nombre de buts et non nécessairement dire comment est-ce qu'on peut trouver de jeunes défenseurs qui vont continuer à alimenter l'attaque, bien peut-être qu'on va regarder, plutôt que de regarder tout ce que Lane Hutson est capable de faire offensivement, et Dieu sait qu'il est capable d'en faire beaucoup, on va s'attarder durant le camp d'entraînement à voir de quelle manière il défend, de quelle manière il gère l'écart qu'il sépare de l'opposant qui rentre dans la zone, en possession de la rondelle. C'est beaucoup de mots pour dire gap control, mais c'est le français. C'est les merveilles, c'est ça. C'est la merveille du français. La beauté de la langue française. Est-ce qu'il va se faire déborder par l'extérieur par un patineur qui va ensuite pouvoir couper au filet ou il va être capable de contenir, garder ce type d'attaque-là à l'extérieur? Est-ce qu'il va être le premier rendu en coin de patinoire pour récupérer une rondelle, puis il va être capable de la passer à un coéquipier avant qu'il soit pris pour faire un corps à corps avec un adversaire? Il y a plusieurs facettes. Si le Canadien se retrouve embouteillé dans sa zone puis il y a du cycling de la part de l'autre équipe, comment il va gérer ça? Martin Saint-Louis avec son système de défense hybride où il y a des changements d'affectation entre les joueurs, comment les jeunes joueurs, les jeunes défenseurs comme Hutson, Mailloux, Reinbacher vont se débrouiller à l'intérieur de ça. C'est plusieurs éléments dont ils vont, qui vont être quand même explorés durant ces matchs préparatoires-là. Alors, moi, je ne suis pas prêt à dire, sur la base des 2 matchs des recrues, c'est sûr qu'il commence la saison à Montréal. Mais est-ce qu'il va jouer à Montréal éventuellement? C'est précisément ce que Martin a dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai précisé sur la foi des 2 matchs qu'on l'a vu jouer la saison dernière, où il a joué 23 minutes 30, 22 minutes. Contre une équipe qui se battait pour une place en séries éliminatoires, à la vie, à la mort. Ces 2 matchs-là, en sortant de l'université, être capable de jouer, moi, ça a été ça. Parce que les matchs du camp des recrues, ce sont des bonbons mélangés. Là, ça n'a aucune signification.
Fait que c'est ça. Je me dis, si on a fait de la place à des... On a ouvert la porte toute grande au cours des dernières années à des défenseurs qui avaient beaucoup moins de potentiel et de talent que Lane Hutson et que Mailloux. Alors, si on veut être cohérent, ces gars-là vont jouer, je pense, longtemps pour le Canadien. Si on veut être cohérent, et on tombe dans la question, dans la notion d'équilibre dont parlait Kent Hughes hier. Il a dit, on va gérer... va falloir trouver une façon de remporter les matchs puis de faire jouer les jeunes parce qu'on est encore en développement. Puis si on veut que cette équipe-là, on a encore des jeunes à développer puis on veut que l'équipe soit meilleure, il va falloir leur permettre de jouer. Alors, j'ai très, très hâte. Et hier, David Savard, c'est quand même un vétéran qui a beaucoup de kilométrage dans la Ligue nationale de hockey, beaucoup de vécu. Il a joué avec Hudson. Puis hier, il a dit que ça va être un joueur élite dans la Ligue nationale. C'est pas le genre de compliment habituellement qu'on lance gratuitement quand on est un vétéran dans la Ligue nationale. Fait que, j'ai hâte de voir le camp. Nick Suzuki qui l'a comparé avec Quinn Hughes. Tu sais. Ouais. Non, puis les gars, habituellement, font attention. Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui sont à Montréal depuis des semaines, qui patinent avec lui à Brossard. Ouais. Alors, ils sont à même de le voir au jour le jour, puis c'est clair là, qu'il emballe ses coéquipiers. Il suscite l'enthousiasme, pas seulement des amateurs, mais aussi des gars qui vont jouer avec lui, qui se disent, OK, il apporte une nouvelle dimension. Mais tu disais, parce que tu parlais de casting, tu disais, va falloir que le Canadien donne moins de buts. Oui. Faut qu'il en marque plus. Oui, mais c'est ça, c'est là, je m'en fin. Donc, on s'attendrait à ce qu'au niveau du casting, des acteurs, on accorde beaucoup d'importance, c'est ça, à la façon dont ces joueurs-là défendent, puis c'est tout à fait logique, mais peut-être qu'on va envisager cette idée-là de donner moins de buts de façon plus globale aussi, comme passer plus de temps dans la zone adverse, ou peut-être qu'à ce moment-là, ça va être intéressant de voir si justement on va mettre beaucoup d'accent sur les habiletés à défendre des individus versus comment est-ce qu'on va se comporter en tant qu'équipe. Le Canadien a cédé Jordan Harris en échange de Patrick Laine. Puis Harris, sa façon de défendre, c'est pas un défenseur de gros gabarit, mais il misait sur ses pieds, sur son bâton. Puis lui, sa façon de défendre, c'est arrangeons-nous pour passer le moins de temps possible dans notre zone. Puis il y avait une certaine habileté, justement, à sortir la rondelle rapidement. Il ne générait pas beaucoup d'attaques, mais la première passe était meilleure que celle de plusieurs de ses coéquipiers, du moins au niveau des statistiques avancées. Peut-être que ça va être davantage ce type de défense-là que va privilégier Hudson. Puis, tu sais, c'est pas non plus une aventure quand il est dans sa zone. Là. Non. Mais c'est juste de dire, OK, quand il va se retrouver face à une opposition de toute première qualité, comment il va se débrouiller. Il y a aussi, tu sais, qui vont être les défenseurs les plus méritants? Est-ce que ça va être Hudson? Est-ce que ça va être Reinbacher, Mailloux, etc.? La qualité de leur camp est un facteur, évidemment, à prendre en considération. Mais c'est pas le seul. Je mentionne la décision de l'équipe de dire est-ce qu'on va privilégier les buts contre ou générer plus d'attaques. Combien de temps les Canadiens vont vouloir garder Caden Goulet à droite également? Si on se dit, OK, en fonction de nos effectifs, on est plus à l'aise de lui demander une année de plus sur son côté opposé, bien là, ça ouvre la porte à un gaucher comme Hudson. Mm-hmm. Si on insiste pour le ramener de son côté naturel, bien là, ça favorise Reinbacher à droite. Ça favorise peut-être une audition de plus pour Justin Barron. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec Justin Barron? Ça, c'est un autre élément. Est-ce qu'ils vont absolument s'assurer de ne pas le perdre au ballottage pour rien? Est-ce qu'ils se disent, nous, la minute qui nous donne l'impression qu'il peut se débrouiller dans la Ligue nationale, on va lui donner un maximum de minutes pour gagner du temps avec nos jeunes défenseurs? Je ne sais pas, mais il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte qui font en sorte que le seul rendement d'un défenseur n'est pas toujours le seul critère qui rentre en ligne de compte. Puis ça, c'est sans parler évidemment des impératifs de contrat qui rentrent aussi dans le calcul. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Moi, je pense que fondamentalement, il va falloir que le Canadien se penche sur son système défensif, son système en zone défensive, parce que les joueurs ne l'ont pas maîtrisé encore ou assimilé encore. Et ça me stupéfait ça m'est arrivé plusieurs fois la saison dernière de voir des situations où on était rendu avec
des défenseurs à la ligne bleue en train de surveiller la pointe, le défenseur adverse, puis des petits attaquants devant le filet se battent avec des gros alliés pour défendre la position devant le filet. Et quand je regarde jouer le Lightning de Tampa Bay, par exemple, ils ont un système hybride aussi de défense où on suit les joueurs, mais quand Victor Edmond est rendu à la hauteur des points de mise au jeu puis qu'il suit son gars, à un moment donné, il retourne devant le filet pour aller protéger son gardien puis défendre cette zone-là privilégiée. C'est pas Braden Point qui est devant le filet en train de se battre. Et je ne sais pas si l'arrivée d'un nouveau consultant ou d'un nouvel entraîneur qui va regarder les matchs en haut va faire en sorte qu'on va réévaluer certaines choses. Et c'est ça, on parlait des équations en défense. On a tendance à regarder les défenseurs les plus vulnérables là, par rapport aux jeunes qui arrivent en se disant, ce sont les moins bons qui vont laisser leur place, ou que c'est un gars comme Barron, qu'est-ce qu'on va faire avec lui au balotage et tout ça. Mais assez rapidement, si Hudson se montre efficace, moi, ça fait un bout de temps que je trouve que Mike Matheson va finir par avoir une cible dans le dos à un moment donné. Là. Mike Matheson, le Canadien, est allé le chercher à Pittsburgh. Il jouait 18 minutes par match. Il avait marqué 2 buts en avantage numérique dans sa carrière avant d'arriver à Montréal. La saison dernière, on a travaillé avec lui. On a fait un gars de 25 minutes par match. Un défenseur a utilisé 25 minutes par match avec lui. Ça a été l'un des 4 ou 5 défenseurs les plus utilisés dans la Ligue nationale en avantage numérique. Il a été chercher beaucoup de points. 62 points l'année passée. Oui. C'est quoi? C'est la 10e meilleure campagne pour un défenseur dans l'histoire du Canadien. Oui, et 30 quelques points en avantage numérique. Et malgré ça, l'avantage numérique a été 27e ou 27e dans la Ligue nationale. Et moi, je pense que c'est la plus belle opération de maquillage qui a pu être faite. C'est pas une merveille défensive, Mike Matheson, mais c'est un bon joueur de hockey, athlétique, un patineur exceptionnel et tout ça. Et il reste quelques années de contrat, il ne gagne pas un salaire démesuré. Ça peut devenir un candidat pour faire une belle transaction et laisser de la place aux jeunes et dire à Goulet, c'est toi le premier gaucher maintenant, et de dire à Hudson, toi tu vas être le deuxième gaucher, mais ça va être toi le corps arrière en avantage numérique, ce qui est ta spécialité, on va te donner du temps de jeu là. Alors il y a toutes sortes, tu regardes le personnel de défenseurs qu'il y a là, il y en a beaucoup des équations. C'est un peu comme c'est un peu comme le 649, là, les probabilités que les chiffres sortent dans quel ordre ou quel désordre. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexions intéressantes à faire dans un avenir assez rapproché. Ce qui est sûr, là, c'est que... puis Gorton a été interrogé là-dessus, puis il a dit « je pense pas que tu peux avoir trop de défenseurs. » Ça m'a fait penser d'ailleurs à mon meilleur, Bergevin. Moi, ce qui va d'ailleurs, Bergevin, on en parlera une autre fois. Mais... dans ce cas-ci, c'est peut-être pas vrai. Je veux dire, il y a vraiment trop de monde. Ça a un peu... tu parlais d'Adam Engstrom. Là. Moi, j'ai juste vu le match de samedi, puis j'en parlais avec Marc-Antoine hier aux abords du Green. J'ai trouvé qu'après son but, Engstrom, soudainement, il est devenu... là. Il s'est enflammé. Oui, puis tout était facile. J'ai trouvé ça très impressionnant. C'est 10 minutes dans un match, là, on va pas... mais ça m'a impressionné. J'ai trouvé ça, je l'ai remarqué. Mais il y a lui, il y a pas un jeune en Russie, apparemment, aussi, qui va très bien. Konyushkov, je veux dire... Bon sang, là, je dis pas que ces joueurs-là ont tous un avenir avec l'équipe, là, mais... on parle de joueurs qui sont même pas là, au camp des recrues, là, et on est déjà là, dans l'abondance. Si seulement il y avait une expression pour dire qu'on est dans l'abondance. Là, c'est genre dans le trait jusqu'au genou. Non, mais à un moment donné, il va falloir que quelque chose se passe. Ça, je pense qu'il y a consensus là-dessus, non? Oui, mais en même temps, leur philosophie, c'est de se dire on ne posera pas de gestes avant que ces gars-là aient chacun mérité leur place puis qu'ils aient démontré jusqu'où ils peuvent se rendre. Parce qu'il y a pas de... Tu sais, il n'y aura jamais de décision qui va être prise de dire on va échanger tel gars pour faire une place à tel autre. D'abord, fais ta place. Puis après ensuite, on regardera qu'est-ce qu'on peut faire. Là, tu as plusieurs joueurs qui sont en position de pouvoir prendre leur place, mais ils ne l'ont pas pris encore. Non. Alors, on est... il y a pas... C'est pour ça que... Tu sais, Gorton, dans la même réponse, il a dit « Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir trop de défenseurs. Puis s'il y a des gars qui doivent retourner des mineurs, ils retourneront des mineurs. » Ils ont le luxe de pouvoir faire ça. Engstrom arrive en Amérique du Nord. Il aurait pu rester en Suède, mais lui, il dit « J'aime mieux m'habituer dès maintenant
au format des patinoires nord-américaines, mais ajuster, ça pourrait prendre 2 ans. Tu sais, Logan Mailloux, lui, pouvoir résister à la pression qui arrive vers lui, d'être capable de lever la tête, d'analyser, de prendre l'information pour identifier quel est le meilleur jeu à faire. Il peut faire des progrès à ce niveau-là encore. Peut-être qu'on va lui donner une autre année de millage à Laval, etc. C'est pas de mauvaise chose. Et Reinbacher est 1 an plus jeune que les autres. Là. En tout cas, moi, présentement, on n'a pas vu le camp, puis on a vu Reinbacher, c'était pas le même joueur au tournoi des recrues à Buffalo l'année passée qu'à la fin du camp avant qu'il retourne en Autriche. En Europe, en Suisse. Ouais, c'est vrai. Mais il est 1 an plus jeune que les autres. Et je pense pas qu'on va brûler. On va brûler les étapes. Je pense qu'ils se destinent là. Puis ce genre de gars-là, dont tu sais qu'ils ont un potentiel, tu sais qu'il ne faut pas tirer sur la fleur trop vite. Engstrom, un peu la même chose. Ça peut quand même entraîner des décisions qui se prennent au sommet parce qu'ils disent OK, là, on a quelque chose qui s'en vient, puis on est en train de bâtir quelque chose, puis on ne se retrouvera pas à sec à un moment donné. Moi, j'ai bien hâte de voir. Personne n'en parle, mais un gars comme Jaden Struble, qui a été une agréable surprise à son arrivée l'année dernière. Exact. Il peut-tu être un défenseur régulier dans la Ligue nationale au sein d'une bonne équipe, même si c'est un gars de 3e paire? Arbor Xhekaj, on parle de l'infériorité numérique. Lui, il va falloir qu'il montre qu'il est capable de jouer en infériorité numérique et qu'il soit meilleur défensivement parce qu'avec toute cette quantité de bons jeunes défenseurs offensifs qui cognent à la porte, je pense pas qu'il y aura jamais vraiment l'occasion de montrer cette facette offensive que l'organisation voit en lui. Parce que, oui, il y a un bon lancer, mais Logan Mailloux, le jour où il va débarquer, il va dire, moi, mon lancer est meilleur. Puis c'est bien plate, mais à la ligne bleue, ça va... Alors, à mon sens, il apporte une facette robustesse qui est très intéressante, mais c'est au plan défensif qui doit être convaincant. Ouais. Parce que les bons jeunes éléments offensifs, à mon avis, vont vraiment rendre l'étalage de défenseurs du Canadien très intéressant au cours des prochaines saisons. Xhekaj, c'est le fait que les équipes adverses ne jouent pas de la même façon lorsqu'il est absent, qui fait en sorte... il est capable de jouer solidement, mais sa présence apporte une saveur que les autres n'ont pas. Et surtout, si Lane Hutson est là, je pense que de façon... ça amène un équilibre. Au sein de l'organisation, il va falloir qu'il y ait un mot d'ordre. Personne touche à Lane Hutson. Il va falloir faire attention à lui. Mm-hmm. Donc, je devine que comment dire, pas l'arrière, mais... Dans la formation à la défense, ça va nous tenir occupés. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Ça va être un camp fabuleux. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire une phrase si simple, mais j'y suis arrivé. Mais après la saga des 3 gardiens l'année passée qui a monopolisé les conversations, je pense que l'abondance de jeunes défenseurs, ça va être le sujet numéro 1 durant toute l'année. Yeah, just glad that it's done and really happy to know that I'll be here for a few more years and my last contract I don't think I thought about the possibility of still playing beyond then at the time, so just really happy that that's worked out this way. Sidney Crosby qui commentait sa prolongation de contrat, qui entrera en vigueur seulement à la fin de la saison qui vient. Donc, grosso modo, ce qu'il racontait, c'est que lorsqu'il a signé ce contrat, là, qui va venir à échéance dans 10 mois, le genre de contrat qu'on ne pourrait plus voir parce que c'était plus que 8 ans, puis c'était une somme totale assez astronomique. Crosby disait, je ne pensais pas me rendre jusqu'au bout. Là, non seulement, c'est pas fait, là, mais quand il sera rendu jusqu'au bout, il y a une petite extension de 2 ans au même salaire, 8,7 millions. Vite, parce qu'on va se donner le mandat. Là, c'est sûr que c'est le début de la saison, puis il y a trop de défenseurs au camp du Canadien, puis Ça, c'est important. C'est la chose la plus importante. Mais on se donne le mandat d'aller faire un petit tour à l'extérieur le plus souvent qu'on peut. Alors, c'est quand même Sidney Crosby. C'est ça. Ouais. C'est quelqu'un. Hein, c'est quelqu'un. Oui. Il aura été sous-payé presque toute sa carrière. Oui. C'est incroyable. Puis encore, puis c'est même pas un contrat pour service rendu, c'est encore un attaquant élite. Là. Il vaut plus que ça. Il vaut plus que ça. Ouais. Fait qu'il il fallait vraiment qu'il veuille rester à Pittsburgh et nulle part ailleurs.
Et 2, c'est une fleur qu'il leur fait pour dire, écoutez, là, je laisse de l'argent sur la table, utilisez-le sciemment pour pouvoir me donner de l'aide puis faire en sorte que notre fenêtre reste ouverte. Je suis... c'est vrai, les Penguins sont vraiment chanceux d'avoir Sidney Crosby, pas seulement parce que c'est leur capitaine puis le deuxième meilleur joueur de leur histoire, mais aussi parce que vraiment, il est extrêmement coopératif. À un moment où, en toute froideur puis en toute logique, là, cette équipe-là aurait été démantelée il y a 2 ans. Oui, puis au-delà de... Puis tout le monde, enfin, je serais curieux de voir si quelqu'un peut faire un argument contraire, mais au-delà de ça, c'est aussi de rester dans un environnement où est-ce que la seule récompense qu'il risque d'y avoir, c'est d'avoir joué toute sa carrière à Pittsburgh. Parce que là, dans les 3 années qui viennent, est-ce que quelqu'un envisage d'abord que les Penguins sont capables de faire les séries? Et s'ils y parviennent, qu'est-ce que ça va faire vraiment? C'est difficile d'imaginer un revirement de situation où que cet argent-là dont tu parles, Marc-Antoine, là, qui est disponible, là, peut-être, là, que c'est Crosby laisse sur la table. Je veux dire, c'est quoi, c'est 3-4 millions? Je ne sais pas ça qui va faire bouger l'aiguille tant que ça pour ramener cette équipe-là au sommet. Là. Non, ben, Marc-Antoine disait que Sidney était sous-payé pendant la majeure partie de sa carrière et on est tous d'accord avec ça. Et c'est malgré tout le gars qui a remporté le plus d'argent en salaire dans la Ligue nationale. Ça en dit long, je trouve, sur l'état de la situation des joueurs de la Ligue nationale par rapport à ceux des autres sports majeurs. Là. Crosby a gagné 141 millions à date depuis le début de sa carrière. Ovechkin, 138 au deuxième rang. Autre chose sur son salaire, moi, je pense que je pense que Crosby s'est gardé une porte ouverte au cas où la débandade continuerait. Je ne doute pas de son désir de terminer sa carrière à Pittsburgh dans le même uniforme, comme Derek Jeter le fait chez les Yankees, comme les grands joueurs le font. Par contre, c'est un des joueurs les plus compétitifs de l'histoire de la Ligue nationale. Et il y a beaucoup de gens dans la Ligue. Je me souviens quand Jake Gensel a été échangé à la date limite des transactions, à quel point Crosby semblait démonté, abasourdi de voir que les Penguins étaient vendeurs à la date limite des transactions. Et je me souviens avoir discuté avec un directeur général là, qui me disait je ne peux pas croire qu'il va rester là. Cette équipe-là vieillit, ils s'en vont nulle part. À un moment donné, il va falloir acheter la maison par terre. Et là, ce contrat-là de 2 ans qui va commencer à l'autre saison, honnêtement, si ça s'écroule, puis que ça va nulle part, puis que il va être très attirant. Il y a beaucoup de directeurs généraux qui vont être capables de faire une place à Crosby à 8,7 millions et d'aller le chercher. Fait que c'est ça, mais moi, personnellement, j'ai peine à croire que le seul vrai contexte compétitif dans lequel on va voir Crosby au cours des prochaines années, c'est aux Jeux olympiques à Milan, puis après ça, qui va terminer parmi le bois mort à chaque printemps qui ne participe pas aux séries. Ça ne me rentre pas dans la tête, honnêtement. J'ai parlé à quelqu'un de l'organisation des Penguins au cours des derniers jours qui disait si on peut seulement améliorer notre avantage numérique cette année, ça pourrait faire une énorme différence. Parce que tu regardes, défensivement, ils ont fini milieu de peloton l'année dernière en termes de buts contre. Par contre, malgré tout leur arsenal offensif, ils ont terminé au 29e rang, au 30e rang, dis-je, pour l'avantage numérique, ce qui est une aberration. Ouais. Alors, s'ils parviennent à corriger ça, peut-être qu'ils se disent on va être capable de contrebalancer puis de dire on va aller chercher quelques matchs de plus, quelques victoires de plus. Ils ont cogné à la porte quand même pendant un bon bout de temps. Là. Ils sont rendus... ils ont joué des matchs significatifs. Ils étaient dans le... Où est-ce qu'ils étaient? Oui, c'est ça. Ils étaient dans le muffin mix. C'est ça. Tu rajoutes du lait, là? Oui, c'est ça. OK. Je veux juste être sûr qu'on parlait de... Mais je rejoins quand même Martin. C'est un petit peu la répétition année après année de dire, là, ce même noyau-là... qui, à un moment donné, a plafonné, comment tu peux espérer qu'ils rejoignent... Chacun de ces gars-là retrouve sa magie d'antan, puis permettent aux Pingouins d'aller chercher plus que les résultats qu'ils nous ont montrés au cours des 4 ou 5 dernières années. Ça m'apparaît assez utopique. Puis en plus, ils ont perdu Jake Gensel. Fait que, tu sais, je vois pas vraiment comment cette équipe-là, malgré le bon vouloir de Sidney Crosby, peut vraiment se distinguer puis émerger. Il faudrait là, que
Faudrait que tu sais, Michael Bunting, c'est une bonne idée d'être allé le chercher comme remplaçant. Peut-être qu'il va... Peut-être que sur un trio, le trio de Crosby, il pourrait faire des flamèches. Ils sont allés chercher Cody Glass. Ça n'a pas fonctionné dans ces 2 arrêts précédents. Peut-être que ça va être un coup de baguette magique, sait-on jamais. Mais de manière générale, je regarde cet alignement-là, puis je trouve que ça me laisse sur ma faim. Ils vont peut-être faire les séries éliminatoires, mais... C'est ça, qu'est-ce que ça va... Il y a peut-être McGrorty mais encore là, effectivement, mettre beaucoup d'espoir sur un gars qui est pas vu comme personne ne le voit comme un gars de premier trio. Là. C'est un gars qui peut-être va porter une lettre sur son chandail plus tard, mais c'est un gars qui pourrait davantage jouer sur un deuxième trio. Ouais. Alors, pour citer un de leurs anciens entraîneurs-chefs, c'est quand le 20e anniversaire de cette fameuse séquence? Parce que là, tu faisais référence à Michel Therrien, qui parlait de la pire défensive. Puis il y avait beaucoup de... Puis Kovacic, ça c'était Kovacic, Ilya Kovacic. Je pense que c'était le 18 ans l'an passé. Donc, dans 2 ans. Ouais. Là, c'est ça. Préparez-vous tout le monde, il y a un gros party qui est prévu. La grosse modification dans l'avantage numérique des Pingouins la saison dernière, ça a été que Carlson s'est fait confier les commandes, le poste de corps arrière à la place de Letang. Et le niveau d'efficacité a pas mal baissé. Fait que je ne sais pas si c'était l'acclimatation ou... C'est difficile à dire, mais il y a eu un changement drôle. Là. Chris Letang est devenu Jeff Petrie, ce que Petrie était la saison précédente en obtenant moins de temps d'avantage numérique. J'ai hâte de voir s'ils vont redonner les commandes à un gars qui a quand même pas mal fait les choses. Non. Il y a eu un accident là, pendant le... Je sais pas si on le voit à l'écran. Je pense qu'on le voit pas à l'écran. Ouais, c'est ça, je me suis comme échappé de l'eau. Là. C'est pas grave. C'est de l'eau. Ça part. Ça part au lavage. Est-ce qu'on peut dire... C'est comme ça que je voulais clore tantôt. Je me le suis gardé pour maintenant. Le sentiment que vous avez eu hier au tournoi de golf du Canadien, est-ce qu'on peut dire que là, c'est fini le niaisage? Moi, c'était mon grand... L'année passée, je trouvais qu'on était beaucoup dans le préserver ci puis préserver ça. Là, c'est fini, là. C'est fini, ça. C'est fini le niaisage. C'est pas au tournoi de golf que tu le détermines. Ouais. Non, mais dans l'approche, là, à tout le moins. Non, mais je veux dire, ce que j'entends par là, c'est ça. Ils vont essayer de gagner des matchs de hockey. Je sais où... Je comprends ce que tu veux dire parce que tu nous as exprimé ton impatience par rapport à ce processus, ce long processus de reconstruction l'année dernière. Mais je t'annonce que tu vas trouver le temps long par moment aussi cette année encore. Non, mais je répète qu'ils peuvent bien perdre. Là. C'est pas ça mon... Toi, c'est l'intention. Moi, c'est ça. Et dans les discussions privées qu'on avait, je se répétais souvent, oui, mais ils essaient pas véritablement de gagner. Ils font jouer l'équipe. Ça va bien, mais on presse pas le citron. Il va être... Ils vont y avoir une pression. Il ne sera pas pressé jusqu'à la dernière goutte, mais il va y avoir une pression. La différence, là, c'est que cette année, l'idée de dire on va avoir un haut choix au repêchage, ça ne rentre plus dans les coins. C'est ça. Ils ont eu leur choix, leur premier choix universel en Slavkovski. Ils ont repêché 5e. Ils sont allés chercher Reinbacher. Là, ils viennent d'aller chercher Ivan Demidov. Ce bout-là est réglé. Maintenant, on a suffisamment de bons espoirs. On a encore une bonne banque de... je ne dis pas moi personnellement, mais évidemment le Canadien. On exclut la personne qui parle. Mais il y a encore plusieurs choix au repêchage en 2025. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce que le groupe qui est là est capable de faire. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ils feront bien ce qu'ils sont capables de faire. Jeff Gorton a dit ça. Il a dit en anglais, je paraphrase, mais ça ressemblait à... J'ai hâte de voir c'est quoi cette équipe-là. Je ne sais pas si... Ouais. Bon, ben on a hâte de voir c'est quoi cette équipe-là. Et... Hey, je peux-tu finir sur une anecdote de baseball? Non! Parce que oui. C'est parce que le moment le plus touchant, le seul moment touchant du tournoi de golf hier, puis il y a juste Martin puis moi qui l'avons vu. Mais à un moment donné, ce bon vieux Claude Raymond, qui était là, 84, 85 ans, lui, il est invité à chaque année pour faire partie d'un des foursomes. Il arrive et son auto est stationnée, puis le coffre s'ouvre, puis il prend son sac de golf. Et il y a Youpi
qui vient le voir et qui lui fait un câlin. Ah, les deux réunis. Et ils marchent vers le clubhouse, et ils jasent quasiment ensemble. bras dessous, puis ils jasent ensemble. De voir Claude Raymond avec Youpi, je fais « Ah, tout va bien dans le monde. » Fait que ça a été mon petit moment sweet du tournoi de golf. C'est vrai que c'était attendrissant, puis on s'entend, là, Claude connaît le gars qui est à l'intérieur du costume, mais il était content de se retrouver pour vrai. C'était une très belle image. Ouais. Voilà. Fait que je suis pas allé trop loin dans le baseball. Ça demeure une image du tournoi de golf, mais je trouve que c'était sweet. Parce que sinon, c'est un peu dry comme événement, mais ça, j'ai trouvé... J'avoue. J'aime ça. D'abord, Marc-Antoine, tu es toujours invité à partager des anecdotes, peu importe le sujet. Toujours. L'invitation, la porte est toujours ouverte. Toi, tu as le droit de parler de baseball, mais moi, Toi aussi, il me ridiculise Martin, à chaque fois. Non, mais c'est ça, là, vous exposez, là, mais vous avez le droit. Mais quand Youpi est en vedette, là, ça ne devriez jamais hésiter. Vous devriez même comme vous forcer pour me trouver des histoires qui étaient dans une grande journée. Youpi, hier, il était allé taquiner les reporters en ondes. Il était en forme. Il n'arrêtait pas de se coucher devant les voitures. Là, j'ai trouvé... Ça peut juste être de bon augure. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et du Canadien. Bonne saison, mon vieux. Ah, merci. Puis merci pour ces savantes analyses. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci également et bonne saison également. Un grand plaisir de vous retrouver, messieurs. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Merci, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne saison à vous tous et à vous toutes. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.